Bonjour, vous avez un nouveau message de Marion Brunet, reçu hier à 16h15. Noé s'agite devant le cabanon. Il grimace et fait des bruits avec sa bouche pour se rassurer. Conjurer la distance. Vanda est une excellente nageuse. Mais les profondeurs, la tête d'épingle que forme sa tête à la surface des vagues, ça lui fait un peu mal au milieu du ventre. Une anxiété diffuse qui mord plus fort les jours de gris. Elle a entendu son cri. Replonge. Elle sent la masse de ses cheveux tirer sa tête en arrière et se coller à sa nuque lorsqu'elle émerge. Le sang circule mieux dans son corps. Le froid la gratifie d'un surplus vital. Un peu d'eau salée lui entre par les narines et elle toussote à la surface, crache dans la lumière. D'où elle est, le fond a disparu. Il lui arrive d'imaginer des choses en dessous, des choses réelles comme des murènes aux dents ciselées ou d'autres qui n'existent pas. Noyé vengeur qui attraperait sa cheville, monstre sous-marin, requin de cinéma. Ici, il n'y a que des roussettes, mais on a vu des grands blancs s'approcher des côtes en Méditerranée, à Madja Tanger, et même aux Baléares. pourquoi pas jusqu'ici? Le gamin s'est assis à côté de sa mère, centrale, qui lui donne son verre de grenadine. Il fait très attention et ne renverse rien, boit à petites gorgées. De temps en temps, il se penche en avant et observe Simon à la dérobée. Très vite, il revient à sa mère qu'il couvre du regard comme si elle allait disparaître. Il saisit son poignet d'une main et remonte de l'autre le long des tatouages, ce qui fait rire sa mère, un rire entendu de connivence. Simon observe ce qui ressemble à un rituel. Les yeux fermés, le gosse reproduit les dessins du bout de son index et les nomme au jugé. La rose rouge, le crocodile, le bracelet en vague. Pas si vite. Il redescend, palpe le coude, caresse l'intérieur du bras. La gueule du crocodile est là. Vanda a du mal à garder son sérieux. Le doigt de l'enfant la chatouille. Le retour de l'autre, en revanche, c'est une putain d'épine qu'il va falloir arracher. Une épine de la taille d'une corne de triceratops, au moins. Elle voudra dormir elle aussi. Comme Noé, se laisser couler dans la fièvre, abandonner, laisser à d'autres le soin de faire le choix. Organiser, compter, anticiper, mordre. Elle appellera le toubib plus tard, ou peut-être pas. Peut-être que ça ira mieux demain. Les gosses, ça se remet vite. Vanda cale ses respirations sur celles de l'enfant endormi. Trouve un rythme, les yeux fermés. Elle s'apaise mais reste éveillée, aux aguets, prête à bondir. Bonjour. Vous avez manqué un appel de Julia Kerninon. le 25 avril à 15h30. Tapez 1 pour écouter le message ou tapez 2 pour effacer le message. Liv Maria avait frissonné. Il faisait froid. Elle avait besoin d'un abri. Elle avait ramassé un morceau de bois flotté sur le sol. Elle l'avait calé dans la bouche de la baleine et elle avait poussé de toutes ses forces. Elle avait mis le morceau de bois bien en vertical et la bouche s'était ouverte et n'avait plus bougé. Ça sentait le sang pourri et Liv Maria avait pensé que les baleines étaient des mammifères. Et comment? Quand on les tue, elles vomissent dans la mer une substance nauséabonde qui peut recouvrir des acres entiers. Mais la baleine n'avait pas vomi. Elle venait de mourir de sa belle mort et elle reposait sur le sable, digne, monumentale. Liv Maria s'était accroupie pour se glisser entre ses deux mâchoires et s'asseoir là, à l'abri, dans sa bouche. Elle avait pleuré pour la baleine et après elle avait pleuré pour elle. Liv Maria Christensen. Tout se brouillait dans sa tête. Heure après heure, elle sentait la menace qui se rapprochait d'elle, incandescente comme l'étaient aussi les forêts qui brûlaient partout dans le monde. Je suis la fille unique du lecteur et de l'insulaire. Je suis le bébé tonnerre, l'orpheline, l'héritière. Je suis la jeune maîtresse du professeur, la femme enfant, la fille fleur, la chica, la wassa, la patiente de Van Buren, la petite amie, la pièce rapportée, la traîtresse, l'épouse et la madone, la norvégienne et la bretonne. Je suis une mère, je suis une menteuse, je suis une fugitive et je suis libre. Elle ne pouvait pas rester là. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle ne pouvait pas. Mon nom est Liv Maria Christensen. Je suis ce que je suis. Sur la table de chevet, elle avait tâtonné pour trouver ses bracelets. Délicatement, avec d'infinies précautions, elle avait serré Flynn dans ses bras sans un bruit. Elle s'était habillée. Avant que la maisonnée ne se réveille, elle était allée embrasser ses enfants dans leur lit et elle était partie.
Bonjour. Suite à votre absence, Laurine Roux vous a laissé ce message. Quand je me réveille, le soleil bronze la pointe des épicéas. J'ai dormi comme une enclume. Jules n'est plus dans son lit. Maman continue de ravauder les épouvantails. Elle chantonne la mélodie de Hippie Hip Hop Hop, une aiguille coincée entre ses dents. Je balaie les alentours du regard. Nulle part je n'aperçois ma sœur. Elle a dû redescendre à la mine. Un coup d'œil dans la peinture me le confirme. Le bidon d'essence a disparu. J'ai toujours pensé que j'étais plus dur qu'elle, parce que je suis né ici, moi. Je rejoins la rivière, me débarbouille le visage. Le vacarme de l'eau recouvre mes pensées. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Me perdre dans quelque chose de plus grand, un flux sans fin, capable de venir à bout des rocs et des montagnes, une eau qui sache conserver la trace des temps anciens, ère de fougères géantes et de reptiles volants. Tant que les glaciers ont gardé intact, preuve que le monde restera monde malgré l'homme et ses cataclysmes, et qu'à l'image des dinosaures nous devrions nous en tenir à cette vérité première. Nous ne sommes pas grand-chose sur Terre. Tout à coup, une corneille jacasse. Maman se fige. L'oiseau est bien en deçà du périmètre de sécurité. Je n'ai aucune arme à portée de main. L'homme m'a tout confisqué. Me voyant tâter ma ceinture, June me tend son lance-pierre. Une bouffée de chaleur submerge ma poitrine, remonte le long de mon cou. Le poids de l'aigle demeure imprimé sur mon bras. Tuer cet oiseau me paraît impossible. Maman et June se tournent vers moi. Qu'est-ce qui me prend? Mon médaillon, le visage de papa se fait menaçant. Dans un haut le cœur, j'attrape le lance-pierre. D'une main, je maintiens le manche en bois. De l'autre, je tends la chambre à air. J'ai vécu cette scène 1000 fois. Le caoutchouc dégage une odeur âcre. L'air siffle, l'oiseau plie. Il dégringole, sac noir, informe, monceau de plumes, d'ailes, de bec, de queue. À peine un bruit quand il touche le sol. Dans mon cœur, une bombe. À mon tour, je m'engouffre dans la pente. June talonne la biche. Jamais je ne l'ai vu courir ainsi, souple, agile, zigzagant entre les troncs, évitant les branches et les accidents du relief, mu par un désir qui semble ne lui opposer aucune limite. J'en oublierai qu'il s'agit de ma sœur. Elle devient lynx, les muscles mobiles sous sa peau. Je peine à tenir la distance et la laisse disparaître aux trousses de la biche. Il me faut les pister à l'oreille, guidée par les cris que June se met à pousser. Je ne sais s'il s'agit de hurlements de joie ou de bêtes. J'entends seulement qu'ils jaillissent en javelots, en foudre bleue et disent « Je suis vivante, le verrou a sauté ». Longtemps je progresse ainsi, guettant les rugissements de June. J'en perds la notion du temps et plus encore celle de la distance. Ces hippie-hippia me contaminent, bombardent ma tête et mon corps ricoche de pierre en pierre. Yo bolos, t'as reçu un nouveau mess de Laurent Petit-Mangin à 2h17. Tape 1 pour l'écouter. Tout m'est ramené. Et pourtant, comme il l'avait dit, ça ne changeait rien. J'allais le voir au stade. Quand il sortait avec sa bande, il le faisait discrètement, comme s'il voulait éviter de davantage me blesser. Il avait des égards pour son père cocu. Il eut même de longues semaines où il resta chez nous, pour réviser son examen de fin d'année. J'avais espéré un moment que ce soit fini, qu'un soir il me dise « Je ne sais pas ce qui m'a pris », et qu'il revienne avec moi. Un moment d'abandon. Qu'on aille ensemble à la section, sur la tombe du grand-oncle Laurent, cégétiste de la première heure et déporté, enterré sous les drapeaux rouges et tricolores. Mais ça n'était pas arrivé. Au contraire, il s'était remis à sortir. Tout m'était insurmontable. Je portais sur le visage la détention de mon fils. L'avocat n'avait cessé de m'appeler immédiatement après le procès. Il s'était d'abord contenté de messages courts. « Rappelez-moi s'il vous plaît ». Puis, comme je ne répondais à aucun de ses appels, il s'était épanché. Une longue supplique où il me disait que ce n'était pas son intérêt financier de faire le forcing et de repasser du temps sur ce dossier. Il m'avait rappelé dans son message, haletant, énervé, que ces émoluments entraient strictement dans le cadre de l'aide que nous avions touchée, et que ce n'était donc pas avec ça qu'il allait gagner le moindre argent.
mais que ce n'était pas la question, qu'il fallait y aller. Il l'avait redit plusieurs fois, sur tous les tons possibles, une simple question de justice. Il avait rajouté qu'il me revenait de convaincre mon fils et qu'on n'avait pas l'éternité pour le faire. J'en avais pas envie. Pas plus que je n'avais envie de le visiter en prison. Bonjour, vous avez reçu un message de Luc Blanvillain. Je vous prierai de ne pas raccrocher, car cela vaut la peine d'être écouté. Baptiste commença à entrevoir l'idée. Elle lui paraissait débile, en effet, mais très excitante. Un vrai défi. Se faire passer pour un écrivain lui octroyait ce dont il avait le plus besoin. Du temps et du silence. Mais pourquoi vous n'expliquez pas aux gens qu'il faut vous laisser tranquille, le temps nécessaire à l'écriture? Cette question ragaillardit Chosen. Elle signifiait que le jeune homme n'avait pas d'emblée refusé d'examiner son plan. Elle lui conférait un début de vraisemblance. Partagée par deux personnes, une idée débile commence à prendre corps. Un peu comme la subdivision initiale des gamètes. Il avait trop bu. Vous n'imaginez pas, gémit-il. Personne ne vous laisse tranquille. Les amis, ma fille, mon éditeur. Personne ne se rend compte. Il faut répondre tout le temps. Répondre. Il comprit tout de même que Chosen vouait depuis toujours à son père une admiration éperdue et muette. Aussi taiseux l'un que l'autre, les deux hommes devaient leurs rares échanges au truchement de Madame Chosen-mère, dont la mort avait creusé un trou noir de silence. Et pourtant, l'écrivain désirait par-dessus tout dire à l'auteur de ces jours combien il lui était reconnaissant de lui avoir ouvert les voies de l'écriture en lui lisant, dès l'enfance, les chefs-d'œuvre les plus exigeants de la littérature. Le père avait emprunté, pour parler à son fils, les mots des grands auteurs. Il lui devait tout en somme, et cet aveu prendrait nécessairement, en retour, la forme d'un livre, avant qu'il ne soit trop tard. Car, même si le vieil homme paraissait encore vaillant, même s'il effectuait chaque jour de longues promenades solitaires, leurs jours étaient comptés.